Je disais que cet intérêt pour me replonger et lire d'une autre manière les anciens récits me faisait rencontrer aussi ce que je n'avais pas remarqué, ce que d'autres n'avaient pas remarqué, je crois, ce leitmotiv sur les couleurs de peau dans les récits des Européens arrivant dans toutes les parties du monde, mais ici on parle d'Océanie. Et je m'aperçois que donc les visiteurs qui sont en Polynésie, en particulier au début, parce que c'est une tradition donnée par les Espagnols et qui a été reprise ensuite, de dire comme ces peuples sont blancs et sont beaux, ou comme sont beaux et sont blancs. J'ai voulu aussi essayer de voir qu'il y a une histoire derrière les premiers Mendana, donc est au Salomon d'abord, ça se passe très mal. C'est dans son deuxième voyage, beaucoup plus tard, qu'il arrive aux Marquises. Lui et les siens, certains étaient les mêmes que du premier voyage, ne peut pas ne pas comparer avec l'ancien. Et passer des îles Salomon où la rencontre a été violente, aux Marquises où la rencontre a été moins violente pour eux, et de comparer les images qu'ils avaient avant de ces peuples qu'ils décrivaient comme tout noirs, noirs d'ébène, avec ces gens aux Marquises qui, du coup, par contraste, et par assimilation avec les Indiens d'Amérique du Sud, leur paraissaient du bon côté, beau et blanc. Bon, je vois que c'est un thème qui revient. Donc après, ça m'a intéressé de remonter au plus haut possible et de voir à partir des débuts du regard occidental européen, disons, sur l'ailleurs, comment les choses ont commencé entre l'opposition entre Indiens d'Asie et nègres, transportés ensuite absolument dans tous les pays où ils allaient, à tel point que c'est tout à fait courant de voir que leur description des Polynésiens, ils en parlent comme des Indiens, leur description des Mélanésiens, ils en parlent comme des nègres. Il y a tout un présupposé séculaire, il fallait remonter au XVe siècle, XVIe, pour ressortir tout ça. Mais en même temps, de cette longue histoire qui n'est pas nouvelle, je m'apercevais que le bout de cette histoire dans la géographie française avait conduit un certain Dumont d'Urville, bien connu, à inventer une nouvelle région, et presque un nouveau nom, Mélanésie, parce que lui avait adhéré encore mieux, encore plus que d'autres, à avoir son attention attirée en disant « ça c'est un fait scientifique, il faut absolument noter et suivre les différences de couleur de peau ». On est au début du 19e, malheureusement on est sorti de l'universalisme du 18e où l'on cherchait à voir l'unité au-delà des différences, d'où toutes les théories dites climatiques où l'on pensait que les différences de couleur de peau étaient une évolution par rapport à l'environnement où les peuples vivaient, puisque tous les peuples au départ auraient été évidemment blancs, c'est comme ça que Dieu les a créés, puis après ils ont noirci, ils ont jauni. Mais au moins il y avait cet état d'esprit universaliste de dire il y a une humanité, bon, et on sait très bien comment tout ça s'est cassé très brutalement en une vingtaine d'années, entre fin 18e et début 19e, où est apparu toutes les idées sur, mais au fond, qui nous dit qu'il y a une unité dans le genre humain? Qui nous dit que? Et où du coup, les histoires de couleur de peau sont devenues beaucoup, beaucoup plus importantes. Et c'est la grande époque où les anthropologues, entre guillemets, futurs anthropologues physiques, sont là, pour le coup, des entomologistes, des spécialistes des plantes, des qui discutent dans les mêmes chapitres des différentes couleurs de pelage des animaux et des hommes et des êtres humains.
Bref, un siècle beaucoup, beaucoup moins sympathique, mais ça a été dit depuis très très longtemps. Mais ça m'intéressait de montrer comment une conséquence assez particulière sur le cas de l'Océanie a fait que Dumont d'Urville, tout acquis à ses idées, mais voulant faire œuvre cartographique pour tout de même apporter des divisions un petit peu dans la région Océanie, parce que c'était l'époque tout de même où on se faisait un nom en donnant des nouvelles appellations, en subdivisant des grandes régions. Océanie, bon, ou plutôt l'océan Pacifique ou le grand océan. L'Océanie, le terme est lancé en 1804, je crois, océanique, puis ça devient Océanie en 1809, 10 ou plutôt 1820, je ne sais plus. Il y a tout ce détail-là, parce que j'essaye aussi dans ce livre de faire l'histoire très précise de toutes les appellations qui ont été données aux différentes régions de l'Océanie. Mais une histoire que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup intéressé a été de montrer comment D'Urville, imprégné de ces théories où les différences de couleur de peau, donc de race, étaient importantes, a écrit à un moment donné: nous ne pouvons plus continuer à confondre sous les mêmes appellations générales de grand océan ou d'Océanie ou de Pacifique des gens qui sont tout noirs de peau et des gens qui sont simplement jaunes. Phrase de 1830 et quelques. D'où son emprunt à un mot qui existait un petit peu déjà chez quelques grands théoriciens de l'époque sur les races humaines dans le monde, avec la racine grecque mélas, noir, d'où mélanésien. Ça m'intéressait aussi parce que c'est une autre anecdote. En Océanie, je suis à l'université des Fidji, je crois. Je parle avec différents enseignants, je parle de ces travaux-là, etc. Je fais même des conférences. Et il y en a qui viennent me dire « Merci beaucoup, je m'aperçois que j'étais totalement dans l'erreur. Ça fait 10 ans que je raconte à mes étudiants que le mot Mélanésie, les îles mélanésiennes, qui veut dire évidemment étymologiquement les îles noires, viennent du fait que ces îles au départ ont été aperçues de loin et que sur l'horizon et la réflexion de l'eau, les terres, puis les gens qui venaient au bord ont apparu noirs. Et c'est devenu, même pas les gens, non, ils disaient les terres. Et c'est pour ça que c'est devenu le nom des îles noires. Et me disait-il, et il n'était pas le seul, nous ignorions complètement que le mot Mélanésie, certes raccourci étymologiquement à les îles noires, a été créé en fait pour dire les îles portant des peuples de couleur peau noire, puisque c'était bien pour ça que Dumont d'Urville a utilisé ce mot, le reprenant chez Bory de Saint-Vincent, un grand théoricien des races dans le monde à cette époque, et qui lui avait écrit extrêmement clairement: nous les appelons les Mélaniens, parce que ce sont des gens à peau noire. Bon là, c'était clair, on parlait de la peau. D'Urville reprend ça pour l'idée de peau, mais on donne un nom régional. Mais comme ces cartes sont devenues un outil ensuite répété partout, et qu'on n'a plus relu la conférence qu'il a donnée au moment où il a dessiné ces cartes, a été complètement oubliée, alors qu'il le disait très très explicitement, complètement oublié que lui avait choisi ce mot Mélanésie en référence aux Mélaniens, à une race à peau noire, et on a cru ensuite que bon, c'était simplement une appellation aussi géographiquement neutre que de dire Micronésie, les petites îles, Polynésie, les îles nombreuses. Et donc, une des vertus, je crois, de ce livre et des enseignements qui s'en sont suivis, a été de dire, non pas, il ne faut plus jamais parler de Mélanésie, c'est devenu une étiquette identitaire. Et quand Jean-Marie Tjibaou, dans les années 75, à propos des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, parle de l'identité mélanésienne, c'est éminemment respectable. Mais je disais aux enseignants, dites bien à vos étudiants, ils ne doivent pas croire que Mélanésie est une région dont le nom est uniquement cartographique. Tant mieux qu'a été oubliée l'origine raciale, mais elle est là. Et elle revient de temps en temps. Attention, enfin bref. Donc c'est ça qui m'a intéressé aussi beaucoup, et c'est pour ça que j'avais mis en sous-titre de ce livre « L'invention française des races et des régions de l'Océanie ». Et donc en fait, j'aurais
pu mettre comme titre l'invention de la Mélanésie, parce que c'est cette invention-là qui résume toute cette histoire. Bon, voilà, ça c'est pour dire qu'il y a eu cette continuation imprévue sur ma revisite des dossiers de premier contact sur Samoa et Tahiti, qui a été de généraliser, de comparer aussi avec l'histoire des couleurs de peau et de quelle manière ça a joué dans les théories raciales, dans la cartographie, dans la géographie de l'Océanie, etc., etc. Alors évidemment, avec ce dossier-là, j'ai pas pu ne pas m'intéresser ô combien au dossier Capitaine Cook, Salins, Obeyesekere. Obeyesekere étant donc cet universitaire américain qui s'est fait connaître, parce qu'avant, bon, il a fait un certain nombre de travaux, je crois, sur l'Asie du Sud-Est ou sur l'Inde, mais il n'était pas une notoriété internationale, et il s'est fait connaître, comme certains ont dit, en grimpant sur les épaules d'un géant pour attaquer de front Salins en disant « Lorsque Salins nous explique que l'explication pour la mort du capitaine Cook, une suite de malentendus, je passe sur les détails, mais qui viennent du fait que les Hawaïens ont pris Cook pour le retour de leur dieu Lono, voilà le grand retour de l'anthropologie colonialiste, paternaliste, qui prend ses pauvres Hawaïens pour des imbéciles. Comment ont-ils pu croire que le capitaine Cook était un retour de leur dieu, etc., etc., etc. » Alors ça m'a beaucoup intéressé, et c'est pour ça que la deuxième moitié du livre First Contact in Polynesia de Samoan Case, la première moitié c'est Samoa, mais la deuxième moitié, il y a un long chapitre sur ce débat Salins Obeyesekere à propos du capitaine Cook. Et j'essaie de montrer, puis il y a eu d'autres articles aussi, qu'il y a une énorme confusion. Alors c'est vrai que Salins est un petit peu responsable parce qu'il a souvent, en résumé, dit « Quand les Hawaïens ont pris Cook pour leur dieu Lono, bon. Mais dès qu'on est dans le détail, il dit bien, et il a insisté là-dessus après quand il a vu le malentendu, « J'ai toujours dit que les Hawaïens ont pris Cook pour une image de leur dieu Lono. » Et c'est toute la différence. Dans la religion polynésienne pré-chrétienne, et on a quand même pas mal de données avec les tout premiers observateurs, puis les tout premiers missionnaires pour reconstruire, les divinités ne se voient jamais. Ce sont des principes totalement évanescents, invisibles, dans leurs principes, mais qui s'actualisent constamment dans des images, que ce soit une personne, que ce soit un animal, que ce soit le vent, que ce soit un remous dans l'eau, qui s'actualise, ce qui permet aux humains, évidemment, d'avoir un contact avec eux et de leur demander un certain nombre de choses. Donc, Salins dit, attention à cette énorme confusion. Cook a été pris pour une image de Lono, de la même manière que chaque année, les Hawaïens construisaient pour leur dieu de la guerre, Ku, des grandes statues en bois qu'ils promenaient sur toute l'île et puis elles étaient remisées jusqu'au cycle annuel suivant. Et pour leur dieu Lono, le dieu de la fécondité, un grand tapis blanc sur une grande croix de bois, enfin sur une armature en bois, apparemment utilisée comme ça depuis très longtemps, et qui était promené dans toute l'île, et tout le monde venait donner des cadeaux, c'était des cérémonies de premiers fruits, first fruits, et c'était la régénération de la terre, etc. Là, Lono, le dieu Lono, était présent dans le tapis blanc sur cette armature en bois. Et Salins dit, moi j'ai jamais dit autre chose que quand Cook est arrivé, ces bateaux avec ces grandes voiles blanches, et lui-même, ont été pris pour une image d'eux. Et c'est pour ça que les Hawaïens se sont adressés à lui en disant « Oh Lono !» l'ont emmené dans le temple, lui ont étendu les bras, lui ont revêtu la cape de Lono, comme ils faisaient sur les statues qui représentaient Lono, mais pas sur Lono dans son principe. Donc
toute la théorie d'Obeyesekere, de dire comment a-t-on pu imputer aux Hawaïens cette naïveté de croire qu'un être vivant, qu'un humain aussi étrange soit-il, soit un retour de leur Dieu. Mais les Hawaïens n'ont jamais cru cela, et Salins n'a jamais cru ça. Mais ce que j'explique là en quelques phrases, c'est une énorme ambiguïté entre la divinité invisible dans son principe et son actualisation, et qui est très difficilement compréhensible dans l'état d'esprit judéo-chrétien, où là, il n'y a pas ce fossé. Bon, peu importe. Donc ça m'a aussi beaucoup intéressé d'écrire sur ce malentendu, sur la manipulation des images dans les rituels polynésiens anciens, sur toute cette incompréhension autour du capitaine Cook. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce très long chapitre dans la deuxième moitié de First Contact in Polynesia, où il y a cette revisite du débat Salins-Obeyesekere. Il y avait un premier texte que j'avais écrit là-dessus, déjà assez long, qui avait été publié en ligne dans la revue que dirigeait à l'époque Alain Babadzan à Montpellier, Ethnologie, je crois, il avait appelé ça, en ligne. Mais là, il y avait plus de détails, et là encore, j'ai bénéficié de l'aide de Salins, qui, ayant lu mon premier manuscrit, m'a dit « Mais attends, tu peux rajouter ça, puis moi, il y a ça, puis il y a ça, il y a ça. » Bon, mon Dieu, s'il avait pu vivre 50 autres vies, enfin bref. Donc, ça, c'est un dossier qui m'a passionné aussi. Autre prolongement sur ce dossier, que j'appelle comme ça, disons, des premiers contacts. On est bien d'accord que cette expression « premier contact » est très mauvaise. C'est les anciennes rencontres entre Européens et... Parce que quand on dit « premier contact », on a toujours cette illusion que les cultures locales étaient figées dans le non-contact avec les autres êtres humains, alors que tout ça, c'était des réseaux constants. Et Peli Hau'ofa l'a combien dit avec son modèle « Our Sea of Islands », l'Océanie est un réseau d'îles depuis des millénaires. Il n'y a que les Européens qui, en arrivant, ont cru que tous ces gens-là étaient totalement isolés depuis des millénaires sur leurs petites îles. Bon, bref. Donc, tout ce dossier des anciens voyages m'intéresse aussi, non seulement donc, ces histoires sur les malentendus sur les cultes anciens, les malentendus sur ce que les Européens ont représenté, l'image des Européens. Ils ont été pris pour quoi? Ils n'ont pas été pris pour des dieux, ils ont été pris pour des images d'eux. Il y a une parole magnifique que j'utilise aussi dans ce livre. Il y a des chants rituels, je crois dans les îles Cook, qui datent de l'arrivée de ses premiers voyages, le capitaine Cook, je crois, mais qui se sont transmis pendant 70 ans parce que des paroles figées, répétées dans des rituels de passage de grade pour des jeunes, quelque chose comme ça, où l'un des chants dit « Nous célébrons les toutis », ça c'est les cookies, c'est les Anglais venus avec Cook, ces gens bizarres. « Oh, ce sont des atouas très effrayants », et le mot atua, toujours avec cette énorme ambiguïté que dans les langues polynésiennes, il s'applique à tout ce qui est surhumain, mais il a été traduit par Dieu, parce qu'ensuite, avec la religion chrétienne, c'est le mot qui a été utilisé par les Polynésiens pour désigner le Dieu chrétien dans leurs échanges avec les missionnaires. Donc quand on voit ces paroles anciennes, on croit « Ah ben, il disait Dieu ». Mais non, il disait « Ce sont des êtres surhumains très effrayants. Ils sont venus sur un bateau appartenant à Tangaloa ». Tangaloa, c'est la grande divinité à l'origine du monde, le grand démiurge. Et là, on a une parole très nette qui dit « Les premiers Européens n'ont pas été pris pour le démiurge et ses même descendants venus d'un coup sur terre. Ils ont été pris pour des formes, certes nouvelles, bizarres, des actualisations bizarres, qui voguaient sur un bateau des dieux. En quelque sorte, les envoyés des dieux, et pas les dieux. » Dès qu'on a dit ça, il n'y a plus à discuter avec Obeyesekere, il peut aller écrire autre chose. Mais c'est ce grand malentendu qu'il y a eu, et que Salins, c'est vrai, n'a
Il a précisé que dans quelques articles ou quelques passages, il faut tout relire de très près. Je sais très bien que c'est ce qu'il pensait, mais il l'a peut-être pas dit suffisamment. Il s'est laissé entraîner parfois un peu trop dans ce débat. Vous avez dit que Cook a été pris pour un dieu. Bon. Donc c'est pour ça évidemment que c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup. Alors je continue un dernier point peut-être sur ces conséquences de mon intérêt pour ces dossiers des premiers contacts. C'est que le cas tahitien, alors tout est parti dans le mythe de la Vaïné, je dirais, de Bougainville, de son récit, et de ceux qui sont venus un peu après. Mais je me suis dit, une fois qu'on a compris que Bougainville a décrit ces gens-là comme extrêmement accueillants et pacifiques, et que de fait, il a été, lui et ses gens, couverts et de cadeaux, et semble-t-il d'offrandes féminines. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais j'en parle beaucoup dans Tahiti 68, mais disons comme ça. Mais qu'on a oublié que tout ça n'est que le deuxième épisode d'une attaque au canon qui a décimé par dizaines les Tahitiens sur les plages en 1767 quand est arrivé Wallis, ça change beaucoup de choses. Et là a commencé un nouveau dossier qui est parti d'un colloque ancien déjà qui a eu lieu à Albi sur la mémoire de la Pérouse, un colloque extraordinaire parce qu'il rassemblait tous les descendants des grandes familles, je n'y étais pas, tous les descendants des grandes familles aristocratiques des voyageurs français. Il y avait les descendants de Bougainville, de la Pérouse, de Dumont d'Urville, etc. Et il y avait quelques savants, dont un, j'ai même oublié son nom, à ce moment-là c'était un grand spécialiste plutôt de biologie, mais il avait cette phrase extraordinaire de dire à un moment donné en parlant de l'expédition de la Pérouse et le naufrage de l'expédition de la Pérouse dans les îles Vanikoro, en Mélanésie, et le fait qu'apparemment il n'y a pas eu de survivants, en fait il y en a eu, et quelques-uns, c'est une histoire très, très, très complexe aussi, de dire, si ce pauvre la Pérouse avait eu la chance de sombrer devant des îles polynésiennes, lui et ses hommes auraient survécu, ils auraient été accueillis et recueillis par les gens. Mais parce qu'il a sombré devant des îles mélanésiennes, bref, les affreux sauvages barbares, ils ont tous été tués. Bon, donc évidemment tout ça renvoie aux anciennes histoires dont je parlais avec les couleurs de peau et l'invention qui a fait que la Mélanésie a été classée du côté noir, la Polynésie du côté blanc, etc. Peu importe. Mais en même temps, ça m'intéressait de dire, oui mais attendez, au lieu de continuer à dire, ce qui est faux, que les premiers contacts en Mélanésie ont toujours été violents et jamais en Polynésie, il m'est venu l'idée de proposer un travail de fond, séminaire, colloque, etc. sur... Alors revisitons maintenant les vrais premiers contacts en Polynésie, donc du genre, pour Tahiti, c'est pas Bougainville, c'est Wallis. Et puis regardons les autres îles, et regardons comment ça s'est passé. Ah ben on s'aperçoit qu'il y avait la même violence dans ces différents contacts en Polynésie qu'il y a eu en Mélanésie ou en Australie, etc. Alors ça c'est un thème que j'avais... construit un petit peu, puis que j'ai proposé comme pour un panel au congrès qu'on a eu il y a quelques années, qui se déroulait à Tahiti, mais qui rassemblait toutes les universités du Pacifique, de PIUN, Pacific Islands University Research Network, colloque que j'ai co-organisé avec Éric Comte à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, sur cette question-là précisément. La violence oubliée dans les premiers contacts en Polynésie. Avec cet arrière-fond, on va cesser de dire que les Polynésiens, qu'en Polynésie tout a été gentil, calme, accueillant, et en Mélanésie jamais, parce qu'au fond ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on commence à croire que les Polynésiens sont d'une autre nature, parce qu'ils ont une autre couleur de peau, et les Mélanésiens d'une autre nature. Arrêtons. Donc, on a lancé ce thème. Il y a eu de bons papiers, quelques papiers ont été rajoutés ensuite, et là c'est pour vous dire que ce livre est actuellement sous presse aux éditions de la Maison des sciences de l'homme du Pacifique.
Ça s'appelle, bon, il y a un premier titre, À la croisée des vagues, rencontres océaniens occidentaux, mais le sous-titre c'est Pour une anthropologie historique, non, une anthropologie historique de la violence dans les premiers contacts en Polynésie. Et ça, c'est un thème nouveau, que je compte poursuivre. Alors là, d'une part, j'ai repris une partie du dossier Samoa avec l'arrivée de la Pérouse, où il y a eu un certain nombre de morts des deux côtés, mais essayé de bien voir les enchaînements. Mais surtout, je suis revenu sur d'autres cas comparatifs pour essayer de montrer que c'est pas seulement Samoa et qu'il y a tout un ensemble à comparer de violences dans les premières rencontres entre Polynésiens et Occidentaux. Et la continuation de cela, c'est un livre que j'espère écrire un jour, qui s'appellera non plus Tahiti 1768, mais Tahiti 1767, sous-titre La violence avant l'amour, c'est-à-dire Wallis qui arrive. Alors bon, Anne Salmon a déjà beaucoup écrit sur Wallis qui arrive à Tahiti, mais j'aimerais dans ce livre-là justement comparer plusieurs de ses premiers contacts en Polynésie pour montrer qu'il y a eu de la violence tout le temps, essayer de montrer les enchaînements qui conduisent inéluctablement à la violence. Et c'est ce que j'ai fait aussi dans le livre qui va sortir là à Tahiti, essayer de décortiquer, mieux que je l'avais fait auparavant, comment on est arrivé inéluctablement à la violence quand les Français ont débarqué à Samoa. Voilà.